23h. Le chef de l'État vient d'arriver à Munich en Allemagne. C'est jeudi. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prendra part du 14 au 16 février à la 61e conférence de Munich qui sera axée sur la sécurité. Parmi les thèmes qui seront abordés au cours de ces forums mondiaux, la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo suite à l'offensive de l'armée rwandaise. Plusieurs chefs d'État, de ministres ainsi que des dirigeants d'organisations internationales vont également participer à cette rencontre annuelle. Reportage. L'édition 2025 de la conférence de Munich sur la sécurité qui se tient du 13 au 16 février dans la capitale de la Bavière rassemble plus de 450 décideurs de haut niveau et des leaders mondiaux dont les chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'organisations internationales et même des ONG. Cette rencontre annuelle est un rendez-vous incontournable pour discuter des enjeux stratégiques et géopolitiques du monde actuel. Voilà pourquoi cette année, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait le déplacement à Munich pour parler de la paix et la stabilité aujourd'hui menacée dans la région de l'Afrique des Grands Lacs en raison de l'agression du Rwanda contre son pays, la République démocratique du Congo. Le président parlera aussi d'autres enjeux cruciaux tels que la coopération internationale, l'accès aux métaux critiques et les défis auxquels fait face son pays, la RDC. La présence du chef de l'État congolais à Munich souligne l'importance stratégique de la RDC aux yeux de la communauté internationale et comme le chef de l'État l'a déjà dit, on ne peut pas parler et décider sur le Congo sans les Congolais. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va donc plaider ici pour une plus grande implication de cette communauté internationale dans la résolution des conflits armés et face à l'instabilité endémique dans la région. En marge de ce grand forum sur la sécurité, il est prévu des rencontres en bilatéral de haut niveau avec plusieurs de ses homologues chefs d'État présents ici à Munich. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va aussi participer à des réunions stratégiques à huis clos avec d'autres décideurs mondiaux. Depuis Munich, Blandine Zovo, Faustin Massola, Serge Mwanza et Antatina pour la cellule de communication du chef de l'État. De retour à Kinshasa, la décision vaut son pesant d'or. Désormais, tout avion immatriculé Rwanda est déclaré non grata sur le sol congolais. Cette décision prise par les autorités aéronautiques congolaises fait suite à l'aggravation des violences de l'armée rwandaise et ses supplétifs d'M23 qui ont causé la mort à ces jours à plus de 4000 civils congolais dans la ville de Goma. Les détails dans ces reportages. Dans un contexte de tensions croissantes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, Kinshasa a officiellement fermé son espace aérien aux avions immatriculés au Rwanda, décision confirmée par l'autorité de tutelle et les instances de régulation en RDC, notamment l'AAC. Cette décision intervient dans un climat de méfiance marqué par l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Nous avons eu une longue réunion, en fait un long échange sur des questions de souveraineté nationale, sur des questions de sûreté, de sécurité de nos aéroports, de notre espace aérien. Le directeur juridique de l'autorité de l'aviation civile, AAC, a souligné l'importance de garantir la sécurité des vols au-dessus du territoire congolais. Date du 11 février dernier, la République démocratique du Congo a publié un notam pour interdire de survol son espace aérien par tous les aéronefs qui sont immatriculés par la République du Rwanda. Comme on est en temps de guerre, il faut le dire. Donc nous avons passé en revue les implications de la question sur le plan du droit international. Il y a lieu de noter que nous ne sommes pas le premier pays, quoique membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, et ayant ratifié la Convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale, nous avons pris cette décision pour raison d'État. La fermeture de l'espace aérien congolais aux appareils rwandais
est une nécessité afin de protéger la souveraineté nationale et de prévenir tout accident aérien. Un reportage signé Oscar Mbalkaïj. Pour des raisons de sa propre sécurité et la stabilité de la partie est de la République démocratique du Congo, le Burundi est plus que déterminé à apporter son soutien militaire pour combattre le Rwanda. Une affirmation de son président qui tient à déployer sa force de défense aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face notamment aux rebelles. d'M23, reportage. La tension monte entre le Burundi et le Rwanda. Des simples invectives aux menaces. Le Burundi montre ses muscles face à un voisin qu'il qualifie d'indésirable. La dernière sortie médiatique du président burundais Evariste Ndayishimiye en dit long sur les relations plus que tendues entre Kigali et Gitega. C'est lui qui va nous attaquer, nous allons l'attaquer, a déclaré le général Ndayishimiye dans un ton martial devant les habitants de Bugabira, une commune frontalière du Rwanda. Des propos qui illustrent bien l'attitude du Rwanda, aujourd'hui le plus petit commun diviseur de la sous-région. L'élément perturbateur de la coexistence pacifique entre États. Quel est alors le péché du Burundi pour s'attirer les foudres de Kigali, qui soupçonne finalement tous ses voisins d'abriter des génocidaires qui, si cela est vrai, tout calcul fait, auraient atteint pratiquement tous l'âge de la retraite, voire bien plus. L'embrasement de la sous-région est redouté, d'autant plus que Paul Kagame semble perdre la raison à lire sa toute dernière interview à Jeune Afrique. Les taux CRSR pour le Rwanda au Parlement européen, 443 eurodéputés votent pour une résolution condamnant le Rwanda pour son invasion dans l'est de la République démocratique du Congo au cours de sa plénière de ce jeudi. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'Union européenne et au Benelux a répondu pertinemment aux questions relatives au désastre humanitaire et à l'attitude belliciste du Rwanda. Et Dichala pour les détails. Escalade de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo, la résolution sur la violation de la RDC condamnant clairement le Rwanda a été adoptée par une majorité écrasante des eurodéputés. C'était au cours d'une plénière du Parlement européen à son siège situé à Strasbourg en France. L'ambassadeur de la RDC au Benelux et à l'Union européenne, le professeur Christian Dongal-Nkunku, a été le premier à prendre la parole au cours de cette session qui mettait en débat la problématique de la régionalisation du conflit en RDC. Le monde vous regarde, l'Afrique vous regarde, la République démocratique du Congo vous regarde. Jusqu'à quand continuerez-vous à garder le silence face à cette barbarie? Jusqu'à quand continuerez-vous à rester indifférent face à cette violation des règles de droit international? Les déclarations ne suffisent plus. Il est temps d'agir. C'est une occasion pour démontrer à la face du monde votre attachement aux valeurs de paix et de justice qui constituent le fondement de notre civilisation. En votant pour cette résolution constitue non seulement un acte de solidarité vis-à-vis du peuple congolais, mais aussi votre positionnement du côté du droit et de la justice. La diplomatie congolaise a éclairé l'opinion des députés européens sur la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain dans l'est de la RDC, notamment sur les conséquences de l'invasion du territoire congolais par l'armée rwandaise en appui au supplétif du M23. Les débats ont eu lieu en présence des ambassadeurs de l'Angola, du Burundi et du Rwanda qui ont chacun eu l'occasion de défendre la position de leurs pays respectifs. De retour dans la capitale congolaise pour parler de cette clôture, c'est jeudi de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale convoquée à la demande du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les élus nationaux ont examiné la situation sécuritaire dans l'est du pays et ont assisté à la prestation des serments de 2 juges de la Cour constitutionnelle ainsi que du procureur général près cette cour. Annie Mbalaka pour les détails. Deux matières importantes ont été traitées au cours de cette session extraordinaire, à savoir l'examen de la situation sécuritaire à l'Est et la proposition des voies et moyens politiques et diplomatiques pour sortir la République démocratique du Congo de la crise sécuritaire dans la partie Est, la prestation de serment des 2 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que du nouveau procureur général près cette haute cour devant le président de la République. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a dans son discours de clôture
remercie ses collègues pour le travail abattu afin de répondre à l'appel pressant du chef de l'État. Nous sommes actuellement appelés à faire face à un ennemi commun, à privilégier l'unité et la cohésion nationale, mettant ainsi de côté toutes sortes de discordes et de combats internes au risque de contribuer à l'échec des efforts du chef de l'État et au jeu de l'agresseur. Au cours de cette plénière, les députés nationaux dont les provinces sont touchées par l'insécurité ont peint à travers des motions d'information un tableau très sombre de leurs entités victimes de l'agression rwandaise, des incursions sanglantes de Codeco et de l'activisme des ADF. Répondant à leurs préoccupations, le bureau de l'Assemblée nationale a au cours d'une réunion rassuré les élus nationaux du caucus du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, ainsi que toute la population congolaise que malgré la clôture de la session extraordinaire, la Chambre basse du Parlement va continuer à travailler en étroite collaboration avec les chefs de l'État et le gouvernement pour accompagner toutes les initiatives qui seront prises pour le retour de la paix. Il est important que la nation sache que ses représentants restent en position de veille, en position de suivi, en position d'accompagnement du chef de l'État dans ses combats, dans cette lutte pour la restauration de notre intégrité du territoire. D'autre part, il a fait savoir que l'Assemblée nationale continue à se déployer sur le plan international à travers la diplomatie parlementaire. D'après la troisième enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo, édition 2023-2024, publiée dernièrement, relève une baisse considérable de la mortalité infantile. Le taux des décès est diminué à 24 décès pour 1000 naissances. Les données de ces rapports vont permettre à la planification du projet de développement de la République démocratique du Congo et à l'amélioration de la santé de la population. Chimène Dodo pour les commentaires. Le gouvernement souminois s'engage à améliorer la qualité de soins de santé pour la population congolaise. Comme le montre le rapport de l'Institut national de la statistique, 85% de femmes de 15 à 49 ans ont bénéficié de soins prénataux d'un prestataire qualifié et la mortalité infantile diminuée à 24 décès pour 1000 naissances. Ces résultats proviennent de la troisième enquête de l'INES réalisée avec le soutien de l'École nationale de santé publique de l'Université de Kinshasa et présentée à la première ministre Judith Suminwa Turuka. La disponibilité de ce rapport est l'aboutissement d'un processus qui date il y a 3 ans, soit depuis mars 2022, pour se terminer en janvier 2025. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guylain Nyembo, a salué le leadership et la détermination de la première ministre pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, intégrant l'accès aux services sociaux de base dans les objectifs du programme d'action du gouvernement inscrit dans son pilier 4. À l'occasion de la publication du rapport national sanctionnant la troisième enquête démographique et de santé en République démocratique du Congo, tout en saluant la présentation nous faite par le coordonnateur du comité technique de la dite enquête, le professeur Lututala. L'enquête a été menée auprès de 26 452 ménages à travers les 26 provinces du pays. La participation de la République démocratique du Congo à la 48e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole témoigne l'engagement de ces pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme acteur majeur en faveur du développement agricole. Cette séance de haut niveau est marquée par la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Reportage. La 48e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international du développement agricole cherche à savoir comment catalyser l'investissement au premier kilomètre. Les ministres de l'agriculture, professionnels du développement, spécialistes de l'innovation, ainsi que les petits producteurs du monde se penchent sur l'importance de l'action du FIDA dans les zones rurales considérées comme premier kilomètre où les petits producteurs agricoles cultivent pour nourrir la population. Le gouverneur pays de la RDC à ses assises, le
ministre d'État de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a saisi l'occasion de présenter la situation des zones rurales de la partie est de la RDC. Nous voulons la paix. Nous voulons que le monde entier aide à ce que le Rwanda puisse revenir à la raison. On tire les femmes, on vole le cacao, on vole le café, on vole même le maïs. C'est le représentant du directeur pays de la RDC au FIDA, Wali Diouf, qui avait informé le ministre d'État Mouchaïl de la tenue de cette importante réunion internationale. C'est un événement qui se passe une fois dans l'année au niveau du FIDA, lequel tous les gouverneurs, les ministres de l'agriculture de tous les pays dans lesquels le FIDA intervient sont conviés effectivement à des débats stratégiques. Investir dans les zones rurales est une source de croissance et de stabilité, soulignent les différents dirigeants du monde à cette 48e session du Conseil des gouverneurs du FIDA. Le ministre d'État Mouchaïl a indiqué que les portes de la RDC sont ouvertes à tous les investisseurs et ce, dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Retenez, l'ambassade de Russie en République démocratique du Congo a organisé l'ouverture de l'exposition des œuvres des lauréats du concours international du photojournalisme dénommé Audrey Stenin à l'Université libre de Kinshasa, concours ouvert aux jeunes dont l'âge varie de 18 à 33 ans. D'autres détails dans ce reportage signé Chrissy Lenzo sur les images de Simon Kankolongo. Il s'agit de l'ouverture de l'exposition des lauréats du concours international annuel du photojournalisme Andrei Stenin, aussi du lancement du 10e concours organisé sous les auspices de la Commission russe des affaires de l'UNESCO, lesquels portent les noms du correspondant photo spécial du groupe médiatique Rossiya Segonia, tué en 2014 dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il couvrait les conflits à l'est de l'Ukraine. Sa mort avait provoqué un choc pour ses collègues du monde entier. Explication donnée par l'ambassadeur de la Russie en RDC, Karl Tikaz, aux étudiants de l'Université libre de Kinshasa. Ce concours porte le nom du correspondant photo spécial du groupe médiatique Rossiya Segonia, tué en 2014 près de Donetsk dans l'exercice de ses fonctions après le conflit à l'est de l'Ukraine. Ce jour-là, des militaires ukrainiens ont pilonné une colonne de véhicules civils et il a été tué en accomplissant son devoir de journaliste de communiquer la vérité au monde. Pour ce 10e concours de 2025, les professionnels de la photographie âgés de 18 à 33 ans peuvent soumettre leur candidature sur les sites web du concours en russe comme en anglais. C'est jusqu'au 28 février prochain. L'ambassadeur a à cette occasion invité tous à tenter leur chance et à postuler, souhaitant voir des œuvres des jeunes Congolais parmi les gagnants. Après la visite des œuvres ayant remporté des prix dans les temps, Karl Tikaz a rappelé que 2025 marquera le 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique et la Seconde Guerre mondiale. C'était avant de remercier Médard Bompoko, PCA de ULK et le recteur Jean-Lucien Kitima Kassenbe, aussi leur équipe de ULK pour l'assistance accordée à l'ambassade de Russie en RDC dans l'organisation de cet événement. Et parlant de situation sécuritaire dans le pays, la République démocratique du Congo sollicite l'appui de l'Allemagne pour plus de sanctions économiques et commerciales contre le Rwanda. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, l'a dit à l'ambassadeur de l'Allemagne accrédité à Kinshasa, Eric Abamba, pour des précisions. Les taux se resserrent de plus en plus autour du Rwanda. L'Allemagne vient de mettre sur pause toutes les discussions avec Kigali sur son aide au développement et exige à Paul Kagame de retirer ses troupes sur le sol congolais. Information apportée ce jour au ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaonga par l'ambassadeur allemand en RDC. Occasion pour Julien Paluku de solliciter l'appui de l'Allemagne, membre de l'Union européenne, pour durcir encore des sanctions contre le régime de Kigali. Une demande bien accueillie par ces diplomates allemands et a promis une réaction rapide de la part de Berlin. On a parlé de la situation actuelle sur l'invasion de Rwanda
À l'est du Congo, la chute de Goma, qu'est-ce qu'on attend de nous? On soutient tous les efforts comme les décisions de DAR du week-end dernier avec le processus de Luanda et Nairobi. Outre le sujet sécuritaire, les deux personnalités ont aussi parlé de l'économie et commerce. Dans ces échanges, ils ont promis de mettre en place dans un bref délai une commission d'experts congolais et allemands pour identifier les opportunités en prélude de la signature prochaine d'un accord commercial entre la RDC et l'Allemagne. Ces instants de discussion ont été aussi mis à profit par cet ambassadeur d'épuiser plus d'expérience auprès de Julien Paluku comme ancien gouverneur du Nord Kivu pendant 12 ans et expert en résolution des conflits dans la région des Grands Lacs. Action de grâce et prière pour la patrie. Les Congolais de la Roumanie et de l'Australie ont levé leur voix au très haut pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo qui sont au front dans l'est de la RDC pour défendre l'intégrité territoriale. Juste après, une collecte de fonds a été organisée pour apporter son appui aux blessés de guerre. Chimène Dondo. Deux marches de soutien un peu partout dans le monde. La RDC, victime de l'agression rwandaise, a mobilisé le monde entier. Nous sommes à Bucarest, en Roumanie, où une messe en mémoire de victimes innocentes de la barbarie rwandaise a été dite. Nos cœurs sont lourds. Notre douleur est immense, car ce qui s'est passé dans notre pays nous touche profondément. À travers cette messe, nous éléments envoient vers Dieu, le seul véritable consolateur, pour qu'il apaise les souffrances des innocents, qu'il sèche les larmes des affligés et qu'il restaure la paix sur notre terre détruite. Face au silence absolu de la communauté internationale, nous demandons que Dieu exauce nos prières et la paix revienne le plus vite possible dans notre pays. La paix, encore la paix, le mot est revenu plusieurs dans l'homélie. De l'autre extrémité du globe, en Australie, les Congolais se sont réunis autour d'un homme, le docteur Luc Mulimbalimba, qui a profité de cette large tribune pour présenter la situation sécuritaire plus que préoccupante dans la partie est de la RDC. Aux Australiens, qui n'ont pas tardé un seul instant à joindre leur voix pour condamner fermement l'attitude belliqueuse du Rwanda. Et un appel a été lancé également aux élus australiens pour plaider la cause de la RDC face à l'impérialisme. L'unanimité s'est dégagée pour la paix en République démocratique du Congo et le soutien au FARDC et à leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parlant de cette visite du ministre de l'Industrie sur le site qui va abriter l'usine agro-industrielle de Future Life dans la zone économique de Maluku, cette visite d'inspection avec le responsable de cette entreprise fait suite à la signature du contrat avec le ministre de tutelle, Louis Watum Kabamba. Reportage. 24 heures après la signature d'un protocole d'accord entre le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, et la société Future Life Twin Pack pour l'installation d'une usine de transformation agroalimentaire en République démocratique du Congo, une délégation constituée du conseiller technique en charge du secteur industriel et des zones économiques du ministère de l'Industrie, du directeur commercial et représentant du directeur général de Future Life, du directeur général des cas des services, accompagné de certains de ses collaborateurs, a effectué une descente à la zone économique spéciale Kinshasa-Malebo dans la commune de Lancélé, site qui servira à la construction de cette unité de production alimentaire. Le site est parfait, il est formidable, il l'a dit lui-même, nous le disons aussi, c'est vraiment un travail professionnel. Voilà. Et on a reçu toutes les réponses aux questions. Nous comptons construire une usine justement parce que c'est un endroit où on construit les usines et nous voulons nous acquérir sur tous les aspects qui sont autour de l'usine. Les aspects résidentiels, la sécurité, les études environnementales, l'altitude de la terre par rapport au fleuve. Nous sommes très satisfaits. Nous allons construire notre usine en ces lieux.
répondant ainsi à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de transformer la République démocratique du Congo en un pôle de production et de transformation agroalimentaire en passant par la lutte contre le chômage. Future Life Twin Pack donnera du travail à plus de 350 personnes. Ici, il est noté qu'une commission sera mise en place dans un bref délai pour le suivi de la matérialisation de ces projets. Procès RDC Rwanda, l'heure est aux plaidoiries de toutes les deux parties. Deuxième jour de l'audience publique du procès de la République démocratique du Congo contre le Rwanda de Paul Kagame devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple à Arusha, en Tanzanie. Lors de l'examen, les avocats rwandais ont tenté de forcer la Cour à se déclarer incompétente. Argument rejeté avec force par le collectif des avocats congolais. Redépenda pour les détails. Le procès de la RDC contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est poursuivi ce jeudi 13 février. Cette audience était consacrée au débat sur la recevabilité de la requête introduite par Kinshasa contre Kigali de Paul Kagame. À l'instar de la séance précédente qui était réservée à l'examen sur la compétence de la Cour, la défense du Rwanda a plaidé pour l'irrecevabilité de la requête. À la tête de la délégation congolaise en Tanzanie, Maître Samuel Mbemba Kabuya a souligné que Kigali redoute une analyse approfondie du dossier sur le fond. Selon lui, les crimes imprescriptibles reprochés au Rwanda joueraient en sa défaveur si la Cour les examine en profondeur. Le Rwanda a prétendu que la Cour n'est pas compétente et que la requête de la République démocratique du Congo doit être déclarée irrecevable. Et parmi les raisons avancées, ils disent que les victimes, s'il y en a en RDC, devaient s'adresser aux juges rwandais au Rwanda. Ils disent aussi que s'il y avait des droits de l'homme violés, mais parce que ça s'est passé en RDC, ce n'est pas normal, ça devait se passer au Rwanda. Et pour toutes ces raisons, ils prétendent que la Cour doit se déclarer incompétente. Nos avocats ont balayé tous ces arguments et ont démontré que ça risque d'être un incident vraiment fâcheux si la Cour ne se déclarait pas compétente et la requête de la RDC irrecevable. Ce qui se passe ici est que la Cour est appelée à juger des violations massives des droits de l'homme qui sont commises en République démocratique du Congo par le Rwanda de Paul Kagame. Et ces faits sont connus non seulement des Africains et des Congolais, mais aussi du monde entier. Et cette Cour a été instituée pour cela. La Cour a accordé un délai de 8 jours aux deux parties à partir de ce jeudi pour reposer leurs notes des plaidoiries ainsi que tout autre élément pertinent avant qu'elle ne rende sa décision. Après l'élection de son nouveau comité au Conseil national de la jeunesse, l'heure est à l'installation du nouveau comité des sages. La cérémonie s'est déroulée en son siège dans la commune de Kasavubu. Images et commentaires. Dans une effervescence remarquable, les jeunes ainsi que les étudiants venus des 4 coins de la République démocratique du Congo ont assisté nombreux à l'investiture du nouveau bureau du Conseil des sages de la représentation des étudiants du Congo. Après une brillante élection tenue l'année dernière, cette cérémonie a consisté principalement en la remise-reprise entre le bureau sortant et celui entrant sous la présidence de Jean Kandolo, élu avec une majorité écrasante. Le nouveau président du Conseil des sages de la représentation des étudiants du Congo a pris la parole pour expliquer les points essentiels de sa vision au cours de ce mandat.
face les institutions et autres structures, nous devons être davantage crédibles. Recréer cette confiance tout en travaillant sur le fait que nous devons effectivement montrer que nous avons des éléments de cette crédibilité. Toujours présent lorsqu'il s'agit des promotions des jeunes, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyi-Mukendi, a centré son intervention sur les 4 valeurs que doivent posséder les étudiants. L'unité, l'amour, l'excellence et l'intégrité qui contribuent au développement et assurent l'avenir du pays. C'est l'occasion pour vous de vous redonner encore de la valeur, afin que la REC, qui autrefois était cet instrument de représentation et de valeur des étudiants, redevienne encore cela. Travailler avec patience, car un leader sait corriger, mais tout en étant patient. Avec son nouveau bureau du Conseil de sages, la représentation des étudiants promet de tout mettre en œuvre pour répondre positivement aux attentes de la République. Et le ministre provincial de Kinshasa du plan budget, emploi et tourisme, Jésinel Cheke, suspend l'implantation de nouveaux panneaux publicitaires dans la ville de Kinshasa. C'est conformément aux instructions du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Cette rencontre, conséquence de la volonté du premier de Kinois de mettre un terme à l'anarchie constatée dans le secteur de la publicité extérieure dans la mégapole, a été présidée par Jésus Noé Cheke, ministre provincial du plan budget, emploi et tourisme. Il a aussi dans ses attributions la culture de la ville de Kinshasa. La première partie de ce tête-à-tête a consisté à recueillir les désidérata du comité de gestion de la DGPEC par la voix de son directeur général et ceux de la division urbaine de la culture par l'entremise de son chef de division. Après avoir suivi religieusement les 2 parties, au regard de violations constatées du cadastre publicitaire de la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial, par son ministre de tutelle, décide de suspendre toute implantation des dispositifs publicitaires. La même autorité projette de mettre sur pied une commission technique comprenant l'ensemble de ministres et de services urbains concernés ou impactés par l'implantation des dispositifs publicitaires. Enfin, Jésus Noé Cheke a dit la nécessité de restructurer la DGPEC. Il est à noter que le démarche actuelle du gouvernement provincial de Kinshasa vise à améliorer les conditions de vie des Kinoises et Kinois, mais aussi de faire participer les dispositifs publicitaires à l'embellissement de la ville capitale, vitrine de la RDC. Signalons par ailleurs qu'une délégation du cabinet du gouverneur Daniel Bumba Lubaki, conduite par la conseillère spéciale en matière de sécurité, avait pris part à cette rencontre. Ouverture enquête sur le massacre des Yumbi dans la province de Maïndombe. Une délégation de la cour militaire séjourne déjà dans cette partie du pays. Vous vous souviendrez, entre 16 et 18 décembre 2018, plus de 500 civils congolais ont été tués. Des milliers d'autres ont été déplacés lors des violences communautaires dans cette partie du pays. Reportage Rodé Panda. C'est depuis le 31 janvier 2025 que l'équipe de la haute cour militaire séjourne dans la province du Maïndombe pour mener des enquêtes sur les dossiers des massacres de Yumbi perpétrés du 16 au 17 décembre 2018. Les dossiers opposent le ministère public aux prévenus Mbanga, Manzini, Nimba, Mpele et consorts. Ceci rentre dans le cadre de l'instruction du dossier en cours dont les audiences en chambre foraine ont été organisées à Yumbi, Nkolo et Bungende, où quelques victimes de ces massacres étaient devant la barre l'une après l'autre, visage couvert, en répondant par un code au lieu de leur nom propre pour raison de discrétion, confidentialité et surtout pour leur sécurité. L'huissier de rappeler qu'il y a plus d'une année depuis que ce dossier est en instruction à la haute cour militaire. Plus de 80 détenus attendent leur sort pendant qu'ils sont gardés à la prison militaire d'Indolo depuis plus de 3 ans, jusqu'à là accusés présumés coupables pour participation au massacre, causant ainsi la mort à des milliers de Congolais, de Yumbi, Bongende et Nkolo. Dans les Maïndombe, 3 de ces prévenus sont déjà en fuite et 10 ont obtenu la liberté provisoire. La délégation du colonel Moka de la haute cour militaire s'est rendue aussi à l'hôpital général de référence de Yumbi pour palper la réalité qu'endurent les victimes de ces atrocités. Il est de noter que ces violences ont occasionné des déplacements massifs de la population de la RDC vers le Congo-Brazzaville. Selon la MONUSCO, plus de 500 personnes ont perdu la vie dans tous ces territoires de Yumbi, Nkolo et Bongende.
Voilà, fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Constitutionnel.